Salut les amis. Comme l'arc Onigashima est officiellement terminé dans les épisodes de One Piece, je me suis dit que c'était le parfait moment pour faire un bilan. Il y a plusieurs choses dont je vais parler à ce sujet, et même si je suis toujours, si j'ai toujours confiance en Maître Eiichiro Oda, je vais quand même parler de certains points que je n'ai pas, disons, pas appréciés, mais ça ne reste quand même assez problématique. Alors ça va être divisé en 3 sections. La première, je ferai un bilan sur l'équipage au chapeau de paille, car j'ai plus de choses à dire sur eux que sur les autres personnages. La deuxième partie seront les défauts scénaristiques, certains points qui sont assez importants pour poser problème pour ce qui est du scénario qui nous a été proposé. Et la troisième et dernière partie sera une simple théorie. Mais je pense que vous devriez l'apprécier. Bien, alors on peut commencer. Pour ce qui est de l'équipage au chapeau de paille, je ne veux pas vraiment me jeter de fleurs, mais j'avais un peu raison au final. Pour ce qu'il nous a été montré, je pense que vous avez remarqué que certains étaient vraiment en danger. Que sans la situation qui a été la leur, ça se serait très mal passé. Prenons Nami et Usopp. Si Big Mom n'était pas intervenu et si Nami n'avait pas eu de Zeus, les choses auraient été bien plus tragiques. Et c'est ça la chose que je reproche à l'équipage de chapeau de paille. J'avais parlé du fait qu'il devait encore s'améliorer parce que c'était pas encore ça. Et l'arc Onigashima nous le montre de façon flagrante. Certes, le Monster Quatuor, car maintenant nous avons Jinbei, ont tous fait de beaux combats. Bon, je dois avouer que je n'étais pas réellement fan que Zoro obtienne un boost de puissance de ce type. J'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, grâce à l'épée d'Oden. Mais bon, j'ai vite passé. L'animation m'a plus dérangé que le boost de puissance. Et puis, il y a aussi le fait que Sanji, j'aurais aimé qu'il garde sa combinaison. J'ai compris ses raisons pour lesquelles il l'a détruite, mais il était si cool dedans. Et il pouvait enfin devenir invisible, ce qu'il rêvait. Bon, bien sûr, maintenant il peut se déplacer à une vitesse qui le rend invisible, mais je ne crois pas que ça l'aidera pour espionner les filles. Bon. Et pour ce qui est de Luffy, j'ai trouvé que le Gear 5 c'était vraiment une façon habile de Oda de donner une méthode pour que Luffy puisse battre Kaido, tout en nous révélant un secret qui était tout à fait entier jusqu'à maintenant, à savoir Joy Boy. Oui, c'est pour ça que je n'ai perds jamais confiance en Maître Eiichiro Oda. Il sait toujours tirer son épingle du jeu quand on pense qu'il est dans une situation compliquée. Mais passons le Monster Quatuor avec Jinbei qui nous a fait un merveilleux combat qui nous a montré à quel point il dominait son adversaire. Revenons sur le bilan, sur pourquoi j'ai envie de parler des chapeaux de paille pour ce qui est de problèmes. Bien que Luffy soit devenu officiellement un empereur, son équipage, il n'a pas vraiment l'équipage d'un empereur. Et ça, c'est la faute de Luffy. Pourquoi ? Parce que la flotte officielle des chapeaux de paille, Luffy ne la voit pas comme ça. Il la voit juste comme une bande de potes. Et donc, ce n'est certainement pas lui qui viendra les appeler à l'aide, car on connaît Luffy. Quand est-ce qu'il a déjà appelé à l'aide quelqu'un qui, disons, était son ami était son ami tout simplement. À part son équipage, je ne vois pas Luffy appeler au secours s'il se met dans un beau pétrin. Pour ceux qui lisent les scans, vous le voyez maintenant. Ils sont dans un beau pétrin, mais est-ce que Luffy pensera appeler au secours ? Non. Et ça, c'est le problème. S'il avait accepté cette flotte comme une véritable flotte d'un empereur qu'il est enfin devenu, les choses auraient été différentes. Mais comme ce n'est pas le cas, on a un empereur qui n'en est pas réellement un. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, prenons Onigashima.
Luffy et son équipage, accompagnés des Minks et des samouraïs, ont affronté l'équipage de Kaido, Kaido et Big Mom. Alors, retirons Big Mom de l'équation. Ah oui, j'avais oublié l'équipage du Hurt et de Captain Kid. Alors, retirons les Big Mom de l'équation des adversaires. Et Perospero, ça nous laisse Kaido et son équipage. Et du côté de Luffy, on va prendre son équipage à lui. En gros, les 10 membres. Vous voyez où je veux en venir ? D'un empereur à un autre, la différence est assez flagrante, vous ne trouvez pas ? Faisons les choses dans l'ordre. Kaido contre Luffy, King contre Zoro, Sanji contre Queen, Robin contre Black Maria, Franky contre Sasaki et Jinbei contre Uzu. Voilà tous les chapeaux de paille qui ont affronté des Tonpiropo et les ont vaincus. Et passons cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Page One, Ulti, voyons voir, ai-je oublié un autre Tobiropo ? Non, en fait, ce que j'ai oublié, c'est une calamité. Jack. Rien que ces trois-là, et l'immense armée de de Smiles. Non, comment ils s'appellent déjà ? Il y a les Gifters. Ouais, c'est ça. Les Gifters. Qui possèdent des pouvoirs de Smiles. Rien que toute cette bande, vous voyez réellement Nami, Usopp, Brook et Chopper se les faire. Déjà que Jack est un véritable monstre, je vois mal quelqu'un de l'équipage se le faire. Peut-être Jinbei, puisqu'il a pu s'en sortir de son contre Uzu assez facilement. Mais même en retirant Jack et Jinbei, même en retirant Jack de l'équation, vous retirez Jinbei. Ok, Jinbei est bon, mais je pense pas qu'il puisse battre Jack de façon aussi simple qu'avec Uzu. Car Jack, honnêtement, c'est un monstre d'endurance. Je veux dire, on l'a bien vu. Il s'est battu pendant 10 jours non-stop contre Nekomamushi et Inuarashi. Sans forme aussi longue, mais quand même. Alors, il nous reste juste Nami, Usopp et Chopper. Ah oui, Brook aussi. Bon, on peut rajouter Franky, mais un Franky épuisé, parce que son combat contre Sasaki, ça l'a vraiment laissé à mal. Et ensuite, on met Jinbei, mais un Jinbei encore plus épuisé. Alors ça nous fait 6 chapeaux de paille, toujours vaillants pour se battre. Mais contre toute l'armée de Kaido, c'est mort. Il se ferait submerger. Et on peut faire la même chose avec Whole Cake Island. À Whole Cake Island, ce serait pire, puisqu'il n'y aurait pas Jinbei. D'ailleurs, même avec Jinbei, mettons l'équipage comme ça. On recommence. Luffy contre Big Mom. Katakuri contre Sanji. Je dis Sanji parce que, soyons honnêtes, Katakuri qui peut prédire les mouvements, Zoro n'a pas une assez bonne panoplie d'attaque pour contrer ces mochis qui arrivaient dans tous les sens. Au moins, Sanji avec ses flammes pourrait faire quelque chose. Et du coup, Zoro contre Perospero, voilà. Ou bref, n'importe lequel de ses enfants. Et Jinbei peut-être contre Cracker. Enfin, vous voyez l'équipage de Big Mom. Vous prenez l'équipage de Luffy contre l'équipage de Big Mom. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'équipage de Luffy n'a rien d'un véritable équipage d'empereur. S'ils étaient partis en guerre seuls contre un empereur, que ce soit Kaido ou Big Mom, ils auraient perdu. Et ce, parce qu'ils ne sont toujours pas assez forts. J'exclus le Monster Quatuor, parce que eux, c'est la force majeure de l'équipage de Luffy. Mais pour ce qui est des autres, je suis désolé. Ok, quand Robin avait battu Black Maria, je me suis dit, c'est bon. Mais quand j'ai vu qu'elle était vraiment épuisée à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas encore ça. Il faut vraiment qu'il s'améliore. Et regardez Nami et Usopp. Si Big Mom n'avait pas frappé Page One devant Ulti,
qu'est-ce qui se serait passé si Page One s'était vraiment allié, si Big Mom s'était vraiment allié à Page One en volant simplement Tama, là les choses se seraient terminées directement. C'est ça le problème. Nami, Usopp, Chopper. Alors, Chopper, c'est vrai que je l'ai mis dans la case, ça doit s'améliorer, mais je dois lui rendre hommage. Il a vraiment fait un très beau combat contre Queen. Il a vraiment été quelqu'un d'important dans cet arc Onigashima. Si je devais faire un top 5 des personnes qui ont brillé dans l'arc Onigashima, je mettrais du coup le Monster Quatuor et Chopper. Car Chopper a vraiment été merveilleux. Je suis obligé de saluer sa prestation. C'était magnifique. Mais bref, ça n'enlève pas le fait que l'équipage de Luffy doit vraiment s'améliorer. Soit ils sont obligés de s'améliorer. Parce que prenons par exemple Goldie Roger. Je sais, je place la barre très haut. De ce qu'on sait, il n'avait qu'un seul bateau et pas de flotte. Et pourtant, c'était lui le roi des pirates, et son équipage n'était pas rien. Après tout, les seuls rivaux de l'équipage de Barbe Blanche. Et maintenant, prenons Shanks. Désolé du spoil. Je mettrai le temps pour lequel je finirai le spoil. On apprend que la flotte de Shanks est juste peuplée de pirates faibles. Mais c'est parce que Shanks utilise la bannière pour les protéger. Et donc, seul son bateau à lui est composé de personnes compétentes. Donc, voyez, Shanks fait comme Roger. Avec son seul équipage sur son unique bateau, il a la réputation d'un empereur et la force qui va avec. Mais avec Luffy, ce n'est pas le cas, et ce n'est toujours pas le cas. Même Nami avec Zeus, c'est insuffisant. Ok, elle ne peut plus perdre son climat tact, mais un sniper peut toujours vous tuer Nami, parce qu'elle ne peut pas se protéger des balles sans haki. Mais voilà, le problème des chapeaux de paille, c'est que Onigashima, vraiment, on voit encore une fois leur faiblesse. Ok, Luffy, Zoro, Sanji ont eu des boosts et sont devenus encore plus puissants, mais dans l'ensemble des choses, c'est insuffisant si vous voulez être appelé empereur. D'ailleurs, on apprend que Shanks veut maintenant le One Piece, et il y a une blague qui est venue dessus. Cette blague, la voici. On nous met les empereurs d'avant, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, et t'as Baggy avec Shanks qui lui dit on va prendre le One Piece. Et Shanks dit ah non, je suis pas sûr. Et l'image d'en bas, c'est que maintenant les empereurs sont Baggy, Luffy, Barbe Noire. Et là il se dit ouais, là c'est temps de récupérer le One Piece. Oui, là Shanks il y va en mode facile. Il n'y a plus personne pour vraiment lui tenir tête. Bon, je pense que certains parleront de Barbe Noire, mais honnêtement, lui, je ne le vois vraiment pas comme une menace. C'est pour deux raisons. La première, je ne l'aime pas. La deuxième, c'est la contrepartie de son fruit des ténèbres. Il ne peut esquiver aucun coup. Prenons Luffy. Il peut limite te balancer 100 coups de poing à la seconde. Je pense que c'est facile pour lui avec tous ces différents gears. Mais même si Barbe Noire peut l'attirer vers lui ou peut l'attraper pour annuler son pouvoir, vous pensez vraiment que ce gros tas est assez rapide comparé et pour rattraper les coups de poing de Luffy? Je veux dire, même Katakuri se servait de ses poings, de son corps. D'ailleurs, ce que Katakuri faisait, c'était clairement du Zoan et pas du Paramecia, pour faire des trous au bon moment. Et quand le film est sorti le Black Mamba, Katakuri n'arrivait pas à contrer les coups, il se protégeait avec ses deux bras. C'est uniquement en se déplaçant qu'il a pu réussir à les esquiver. Et les esquiver, pas les bloquer. Ça prouve que un coup de Luffy est assez rapide pour que quelqu'un comme Katakuri ne puisse pas avoir le temps de lever le bras pour esquiver le coup. Car le temps qu'il le fasse, le coup lui arriverait vers lui. Donc c'est plus simple de faire un trou dans son corps ou d'être en mouvement pour pouvoir esquiver. Alors je vois vraiment mal ce gros tas de Barbe Noire esquiver les coups de Luffy. Le temps que Luffy arrive à lui, il lui aura donné quoi? Déjà 1000 coups? Et pas des coups faibles, hein. Luffy s'est encore plus amélioré, il va morfler Barbe Noire.
Bon, on verra comment Maître Oda arrangera ça. Mais bref, voilà mon problème avec l'équipage au chapeau de paille. Toujours pas assez puissant. Alors, ils doivent faire deux choses. La première, c'est vraiment s'améliorer. Les plus faibles, bref, tous ceux en dehors du monde sur Quatuor doivent grandement s'améliorer. Car ce qu'ils vont affronter, ça va être de pire en pire. Et je pense qu'on peut arrêter la chance ou l'aide extérieure pour qu'ils puissent grandir. Parce que je pense que si Luffy était là, il serait d'accord avec moi de pouvoir avoir le One Piece par les propres moyens de son équipage, au lieu de toujours compter sur l'aide des autres. Après tout, Whole Cake, l'aide des Mink, Onigashima, l'aide des Mink, des samouraïs et de deux équipages pirates. Du coup, voilà. L'équipage de chapeau de paille doit grandement s'améliorer. Que Luffy assume sa flotte et la dirige comme telle. Même si elle doit être éparpillée à travers le nouveau monde, mais bon, c'est un détail. Alors voilà, pour ce qui est de l'équipage de chapeau de paille, c'est ce que j'avais à dire. C'était sympa Onigashima, mais franchement, faut réellement qu'il s'améliore. Ce n'est plus possible. La situation que Nami a vécue avec Ulti quand elle allait la tuer, c'était une preuve. Ils ne peuvent pas se défendre contre des ennemis trop forts. Marineford, l'équipage de Luffy ne peut pas faire une guerre à Marineford. Il se ferait tuer. Le Marineford actuel, il se ferait tuer. Vous mettez Luffy contre Akainu, Zoro, Jinbei et Sanji contre les trois amiraux, mais vous pensez vraiment qu'ils pourront faire face, les autres, à tous les vice-amiraux, à l'armée, qu'à Marineford, peuplée de différents géants, à leurs armes aussi? Non, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas vraiment un équipage d'empereur. Ça ne vaut pas un équipage de Barbe Blanche, de Kaido ou de Big Mom. Et c'était ça mon gros problème avec les chapeaux de paille. C'est que j'avais vu qu'ils devaient devenir plus forts, et je savais que ça leur poserait problème. Là, ils ont réussi à éviter le problème de justesse, mais ça ne se passera peut-être pas comme ça, et je pense que pas toujours comme ça, et je suis sûr que Oda le sait. Après, on verra comment il va faire, parce que honnêtement, la situation dans laquelle il a mis ses personnages principaux ne leur laisse pas le temps de s'améliorer, et ça c'est problématique. Bon, dans mon scénario où je me disais comment ça se passerait la guerre entre Onigashima, entre l'équipage de Kaido et celui de Luffy, bon, c'est vrai qu'il y a le facteur Yamato dans l'équation, mais bon, pas vraiment. Comme ok, c'est la fille de Kaido, mais elle ne fait pas partie de l'équipage de Kaido. Enfin voilà ce que j'avais à dire sur l'équipage de chapeau de paille. Passons ensuite au deuxième point, des défauts scénaristiques. Alors, le premier défaut scénaristique que j'ai avec l'arc Pays de Wano, c'est pourquoi Law n'a pas guéri les victimes de Smile. Je veux dire, à la fin, tu as toujours ces personnes victimes du Smile, qui sont obligées de rire et de sourire et ne peuvent faire rien d'autre. Je veux dire, Law était là. Le meilleur docteur du monde était là. À Punk Hazard, il avait aidé à soigner les enfants qui étaient devenus... Enfin, les pseudo-enfants géants que César Clown avait fabriqués. Pourquoi n'a-t-il pas refait la même chose au Pays de Wa? Je veux dire, donnez-leur au moins ça. Ok, ils n'ont plus de raison d'être tristes ou de pleurer, mais un être humain ne peut pas vivre avec une seule émotion. Non. Ils ont peut-être la vie belle, et peut-être que oui, ils pourraient avoir envie de sourire tous les jours, mais rendez-leur leur véritable émotion. Je trouve que c'était un manque de ne pas les guérir. L'eau en serait capable. Oda a bien fait le coup pour les enfants de Punk Hazard, alors pourquoi pas pour les victimes de Smile? Après oui, je vais être d'accord sur le fait que Oda est rushé sur certains points.
Par exemple, le fait que Yamato reste au pays de Wa est expliqué dans l'anime, mais pas dans le manga. C'est vrai, vous pouvez le deviner, mais c'est toujours mieux d'avoir une explication, surtout dans le cas de Yamato, sachant que avant elle nous disait qu'elle allait partir, et que paf, sans transition, elle nous dit qu'elle reste. Du coup, oui, mon premier défaut scénaristique, c'est pourquoi est-ce que Law n'a pas guéri les personnes victimes de Smile? Il aurait pu le faire. Alors, vous pouvez peut-être trouver la justification que à Punk Hazard c'était différent. Il voulait faire alliance avec les chapeaux de paille, et du coup, ne pas aider ses enfants avec qui les chapeaux de paille avaient sympathisé, ça leur aurait fait mal. Mais même avec ça, on peut toujours dire que les samouraïs ont aidé son équipage à sortir victorieux de la guerre d'Onigashima. Les habitants même du pays de Wa vous ont aidé, alors ça aurait été logique qu'ils leur rendent la faveur. Ils vous ont aidé dans la guerre, logé, nourri. Donnez-leur au moins ça. Guérissez une partie de leur population qui a souffert. Bref. Et le deuxième défaut scénaristique, et ça, Eiichiro Oda l'a vraiment fait tout seul, avec une bête information. Alors, ce défaut scénaristique, en fait, c'est plus ce que Yori a dit. Mais sinon, je vous parlais de l'information qui en a fait un autre défaut. Enfin, c'est lié. Parce que, voilà le défaut premier, celui que j'avais en tête avant, ou plutôt quand j'espérais que l'anime ne ferait pas comme dans le manga. Alors, pour le premier défaut, c'était le message de Yori à Orochi. Quand Yori est face à un Orochi en train de brûler qui va mourir, qui lui parle encore de la rage des Kurozumi, Yori lui dit les Kurozumi sont nés pour brûler. Alors, enfin, truc du genre, mais dans le manga il dit littéralement ça, parce que Kurozumi veut apparemment dire charbon. Et bien que ce soit limite raciste ce que Yori a dit, ça n'arrange rien. Je veux dire, Orochi était un vrai connard, mais Orochi est un monstre de type c'est nous qui l'avons fait. Les habitants du pays de Wa ont créé le monstre qu'est Orochi. Orochi, quand tu vois son histoire, tu comprends qu'il soit devenu mauvais, tu ne justifies pas ses actions, mais tu comprends qu'il soit devenu mauvais. Il était le descendant d'un homme qui a fait un crime, mais juste à cause de ça, sa famille était pourchassée et persécutée, même tuée. Je veux dire, Orochi est venu au monde, innocent comme chaque être humain, mais on l'a accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et on l'a chassé pour ça. Et c'était le cas de tous les Kurozumi. Kanjuro aussi, lui son histoire il est encore plus tragique. De la façon dont on nous a montré, on sait pas, vraiment plus tragique. Je veux dire, ses parents étaient des acteurs, ils étaient en train de faire une représentation, Kanjuro était là à regarder ses parents avec émerveillement, et ils ont simplement été tués sous ses yeux. Je veux dire, parce qu'ils s'appelaient Kurozumi, pas parce que c'était des bandits, ou qu'ils avaient tenté un coup d'état, parce qu'ils s'appelaient Kurozumi. Et le message que Yori balance, c'est littéralement, ça y est, on les a tous tués ces Kurozumi. Mais vraiment, est-ce qu'il ne fallait pas faire quelque chose de plus sain? Je veux dire, par exemple, Yori qui dirait que cette rage disparaît avec toi, mais qu'elle dise que nous ne devions plus faire les mêmes erreurs que nos ancêtres. Je veux dire, ok, on est sûr et certain qu'il n'y aura plus jamais de Kurozumi, mais ne balance pas quelque chose comme ça. Tu donnes raison à toutes ces personnes qui ont persécuté les Kurozumi parce qu'ils s'appelaient Kurozumi. Non, j'espérais que l'anime ferait la chose différemment, mais non. Littéralement, quand j'ai vu ce message, je me suis dit, mais bon sang Yori, c'est quoi ton problème? Ok, Orochi était un connard, mais c'est pas sa famille le problème, c'est un membre de sa famille, un ancêtre d'il y a je sais pas combien de dizaines d'années ou même siècles. Mais rien que pour ça,
tu as donné raison tu donnes raison à tous ceux qu'ils ont pourchassés et tués. Tous ces innocents qui s'appelaient juste Kurozomi. Pourquoi pourquoi faire une chose pareille? Et donc, dans cette optique, l'information qui rajoute encore, qui accentue le défaut, c'est que Eiichiro Oda a révélé que Otama, son nom, c'était Kurozomi. Et honnêtement, ce que je viens de dire pour Yori qui aurait dû balancer un message, il faut qu'on arrête ce cycle de haine avec le Kurozomi, ça aurait été bien représenté avec Otama, je veux dire. Ils apprennent qu'elle s'appelle Kurozomi, mais ils ont arrêté d'essayer de persécuter cette famille et acceptent Otama telle qu'elle est, une gentille fille. Mais non. Et j'ai l'impression que, bon, c'est clair que Otama ne se fera pas persécuter si les gens connaissent leur nom, si les gens connaissent son nom. Mais vu qu'ils ne la connaissent pas, vu qu'ils ne le connaissent pas, tu peux te poser la question. Est-ce qu'il se retournerait contre elle? Bon, tu te dis que non, mais quand même, tu peux craindre que certains le feraient. Et le défaut aussi que ça ajoute, c'est que comment ça se fait que Otama, qui a comme nom Kurozomi, ait eu une vie aussi misérable? Certes, on peut se dire, peut-être que Orochi n'était pas si... Quel est le mot exact? Peut-être que Orochi n'était pas si amical avec sa propre famille, et que comme ses parents d'Otama ne l'ont pas aidé à être shogun, il les a laissés dans leur coin. Alors, ce serait accentuer son côté connard, mais il y a un problème à cette théorie. C'est que Orochi gueule toujours les Kurozumi, la colère des Kurozumi, la vengeance du clan Kurozumi. Il a aidé Kanjuro à devenir qui il est. Ce n'est pas Orochi qui voulait qu'il se sacrifie avec les fourrons rouges, non. C'est Kanjuro lui-même qui voulait cette fin, car il jouait un rôle et pour lui c'était tout ce qui importait. Le vieil homme qui avait le pouvoir de le fruit de la barrière et la vieille femme qui avait le pouvoir du travesti fruit étaient toujours aux côtés de Orochi quand il est devenu shogun. Alors ok, elle est morte. Mais bon, est-ce que Orochi aurait réellement pu empêcher Kaido de tuer cette vieille femme? Non. Du coup, pourquoi est-ce que des Kurozumi auraient été des esclaves? Ça n'a pas de sens. Je trouve que majoritairement ça n'a pas de sens. Si Orochi était un connard parce que ces Kurozumi-ci ne l'avaient pas aidé, pourquoi parler au nom de son clan? Sinon il aurait dit ma vengeance, ma colère. Vous m'avez fait souffrir et je vais détruire ce pays. Mais non, Orochi, il parle très souvent de son clan, de sa famille, des Kurozumi. Il est loyal à sa propre famille. Il sait ce qu'ils ont vécu et veut se venger en leur nom. Alors pourquoi si Otama s'appelle Kurozumi, n'était-elle pas à côté de Orochi? Alors l'autre point qui pourrait éclaircir ça, c'est que les parents de Otama voulaient faire comme le père de Doflamingo, ne pas être des êtres cruels comme l'était Orochi. Ça expliquerait la chose, mais ce n'est qu'une théorie. Il n'y a aucun fondement. Et le défaut de cette chose, c'est que Oda a balancé cette information, et pour moi, elle pose des problèmes. Pas majeurs, mais des problèmes quand même. Pourquoi Otama s'appelle Kurozumi? Honnêtement, ça n'apporte rien. Ça sert à rien, voilà. Ça ne servait absolument à rien. Pourquoi balancer une telle info? Même dans l'optique où au final on montre que le pays de Wa a appris à accepter les Kurozumi, ça ne marche pas, parce que personne ne connaît le vrai nom de Otama. Enfin voilà. J'ai fini du côté des défauts scénaristiques. Et en fait, le côté théorie vient d'un autre défaut scénaristique. Et cette théorie est l'explication pour moi de ce défaut scénaristique. Et ce défaut scénaristique, c'est le bateau de Big Mom. Peut-être que certains l'ont oublié, mais Big Mom est venu avec son bateau. Bon, ça vous ne l'avez pas oublié.
ce bateau qui a été séparé de Big Mom quand King l'a frappé pour qu'il redescende. Et ensuite, il est remonté, et cette fois c'est Marco qui l'a frappé pour qu'il redescende. Mais, peut-être ce point qui a été négligé, enfin oui, qui a effectivement été négligé et que d'autres ont oublié, c'est que Marco a dit à l'équipage de Big Mom, vous ne remonterez pas avant que tout soit fini. Et comment se fait-il qu'il ne soit pas revenu quand tout était justement fini? Car la présence de Zunesha n'est pas une excuse. Il était à bien plus loin que l'endroit où le bateau de Big Mom était, le pied de la cascade qui est l'entrée du pays de Wa. Il retenait les marines, mais uniquement les bateaux de la marine. Alors, pourquoi le bateau de Big Mom n'est pas revenu? Il aurait dû revenir. Ça aurait été logique. Il était de nouveau tombé au pied de la cascade, et il devait obligatoirement remonter, parce que leur mère était là-haut. En plus, Spero aussi. Il n'allait pas les abandonner. Bon, oui, Big Mom n'en a presque rien à faire de ses gosses, mais c'est pas le cas de ses gosses. On le sait. Regardez Katakuri par exemple. Enfin voilà, pourquoi le bateau de Big Mom n'est pas revenu? Et à force de penser à ce bateau, je me suis mis à penser à une théorie. Vous vous souvenez quand Momonosuke arrive au pays de Wa, à la capitale des fleurs? Eh bien, avant son arrivée, il y a une éruption sous-marine volcanique. Eh bien, ma théorie est la suivante. Cette éruption volcanique a fait sortir les corps de Kaido et Big Mom des profondeurs de la Terre. Et leurs corps ont été récupérés par Big Mom et ses enfants. Voilà du coup pourquoi le bateau n'est pas revenu. Le bateau de Big Mom qui était en bas de la cascade a remarqué cette éruption et il a remarqué ce qu'elle a relâché. Kaido et Big Mom gravement blessés. Et donc, aller au pays de Wa n'avait plus de sens. Il devait absolument les récupérer pour aller les soigner. Et du coup, voilà ma théorie. Big Mom et Kaido seraient toujours vivants, mais maintenant Kaido serait avec Big Mom de retour à Whole Cake Island. En tout cas, ce qu'il en reste, car apparemment ça a été attaqué. Mais voilà, c'est donc ma théorie. Le bateau de Big Mom a récupéré Big Mom et Kaido, et ils sont donc partis de toute urgence parce qu'ils avaient urgemment besoin de soins. Et si j'étais sûr que cette théorie vous plairait, c'est parce que beaucoup n'ont pas accepté que Big Mom et Kaido soient morts de cette façon. Et je peux les comprendre. Alors moi, la défaite qui m'a le plus donné un petit goût amer dans la bouche n'est pas celle de Kaido, car je trouve qu'elle était légitime. Luffy a vraiment fait une attaque magistrale, et que Kaido soit enfoncé dans le sol jusqu'à ce qu'il tombe sur de la lave, pour moi ça m'a pas surpris. Un coup pareil, ça fait de gros dégâts. Après tout, le King Kong Gun a fissuré de gros morceaux de Dressrosa. Alors le Bajrang Gun... Mais pour ce qui est de Big Mom, je trouvais ça complètement dingue que l'eau ait réussi à allonger son épée assez pour atteindre de la lave et créer un énorme trou. Car oui, Big Kid et l'eau n'ont pas battu Big Mom. Tout ce qu'ils ont fait, c'est la faire tomber dans un trou. Elle était toujours consciente quand elle tombait dans le trou. D'accord, dans le manga, c'est flou, mais bon, avec toute la plot armor que Kid et l'eau ont eu, c'est clairement pas une vraie victoire, c'est juste qu'ils ont réussi à s'en débarrasser d'une façon assez étrange, je trouve. Bon, je passe sur le fait que je trouvais ça étrange que l'eau puisse allonger son sable de cette façon. Mais bref. Du coup, voilà quelle a été ma théorie. Et qui sait, peut-être qu'elle va se vérifier, parce que dans One Piece, si on ne dit pas clairement que tu es mort, tu n'es pas mort. Vous voulez des exemples? Moi je vais donner le plus connu. Pell. Il a littéralement survécu à l'explosion d'une bombe atomique. Franchement, tout le monde le croyait mort. Ou comme Igaram. Vous vous souvenez, ce serviteur de Vivi avec ses cheveux vrais longs, blonds et bouclés comme les coupes, comme les perruques de l'ancien temps dans la haute société de
Enfin, non, je vous mettrai une image pour avoir la référence. Oui, je veux dire, il devait partir avec un Eternatus pour Dressrosa et Robin a fait exploser le bateau où il était. Grosse explosion. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment Robin a pu le faire exploser de cette façon avec uniquement son pouvoir de se faire pousser des mains. Mais voilà. Alors, soit les gars de Dressrosa sont vraiment immunisés contre les explosions, sont très résistants aux explosions, soit c'est Oda qui joue avec la mort. Et on sait bien que Oda joue toujours avec la mort. C'est comme le serviteur de Kaya, je pensais que Kuro l'avait tué, mais non, il était toujours vivant. Enfin voilà. Donc pour moi, tant que Kaido et Big Mom n'ont pas été clairement dit comme morts, je ne les considère pas comme morts. Ou si je veux faire mon mec prudent, je les considère comme morts et vivants, comme le chat de Schrödinger. D'ailleurs, je pourrais rebalancer ça pour Kid. C'est vrai que... Oups! Désolé, j'ai fait un spoiler sans m'en rendre compte. Je suis vraiment désolé. Mais bon, comme je vais éditer cette vidéo, je mettrai un truc pour dire attention spoil. Ouais, vous l'avez vu, pas vrai? Bon, alors, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.